France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Après une gourmandise, l'élégance du hérisson ou encore un étrange pays, notre invité retrouve le Japon, ce pays si lointain, pour une heure de ferveur chez Actes Sud, comme un contrepoint à son précédent, Une rose seule, paru en 2020, la romancière Muriel Barbery, et l'invité de Bienvenue au club, L'Entretien. 12h50, ce sera le Book Club, avec un livre qui fait l'éloge du danger, un autre qui joue habilement avec les codes du thriller, Fais-moi peur, Lucie Ricot, autrice de GPS chez POL, et Laurent de Sutter sont nos invités. Et vous, quel livre est le livre qui vous a fait le plus peur? Pour l'instant, il semblerait qu'un certain Stephen King se détache et tienne la palme. Hashtag Book Club Culture. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Didier Pinault, réalisée par Thomas Beau avec Anthony Thomasson aujourd'hui à la technique. Bonjour Muriel Barbery. Bonjour. Bonjour. Vous n'aimez pas jouer à vous faire peur comme lectrice ou comme écrivaine? Non, pas Vous du ne cherchez tout. pas le grand frisson? Je le trouve, mais ailleurs que dans la peur. Dans la ferveur? Dans la ferveur, dans la grâce, dans l'art, dans l'amitié. Une heure de ferveur, si on reprend le titre de ce nouveau roman, Muriel Barbery. Où regardez-vous durant cette heure-là, si elle vous arrivait? Vous regardez vers le ciel? Je regarde et j'essaye de déceler derrière ce que je vois le frémissement invisible qui va donner un sens à l'existence, oui. J'essaye de regarder au-delà toujours. Qu'est-ce que c'est la ferveur? Alors, vous savez que ce titre, je l'ai volé parce qu'il vient de Saint-Exupéry et d'un texte de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup, Terre des Hommes, où il est question de l'heure de ferveur qu'il ne faut pas manquer au cours de son existence. Mais c'est une interrogation lancinante. Où se trouve-t-elle? Allons-nous la saisir? Allons-nous la manquer? Voilà, saurons-nous quand nous l'aurons trouvée, et si nous la trouvons un jour. Et saurons-nous quand nous l'aurons trouvée? Serons-nous capables d'être reconnaissants de cette offrande? Ouais. Dans ce nouveau roman, il est question presque d'un contrepoint par rapport au précédent. Dans le précédent, on a le récit de voyage d'une jeune Française, Rose, sur les traces de son père, dans une sorte de pèlerinage posthume. Et dans le second, on a le récit du père, un grand marchand d'art, qui est le père de Rose, mais qui n'a pas le droit. Pas le droit de le dire, pas le droit non plus de voir sa fille. C'est le vœu de la mère, Maude, qu'il doit respecter. Pourquoi Haru Ueno ne peut pas faire partie de la vie de sa fille? Il y a un interdit qui pèse sur lui, l'interdit de la mère de Rose, une Française qu'il a rencontrée à Kyoto, avec laquelle il a passé 10 nuits, qui est repartie en France, dont il a appris qu'elle était enceinte et qui lui fait savoir, sans qu'il en connaisse la raison, sans qu'on en connaisse la raison, qu'il lui sera à jamais interdit d'approcher sa fille. Alors, cette histoire-là se trouvait déjà dans Une rose seule, bien que j'ai conçu les deux romans de sorte qu'ils puissent se lire tout à fait indépendamment. L'histoire, en fait, est née avant le roman, puisqu'elle est déjà contenue dans Une rose seule. Et lorsque j'ai terminé d'écrire Rose, j'ai pensé faire tout autre chose, mais il m'était impossible de quitter les personnages qui étaient apparus en filigrane du destin de cette jeune femme, et donc j'ai rempilé pour un roman. C'est-à-dire qu'en écrivant Une rose seule, vous ne saviez pas qu'arriverait après une heure de ferveur? Je le savais d'autant moins que j'avais un autre projet en tête, j'avais une image en tête qui était celle d'un homme aux portes de la mort, dans un temple zen, et qui, à l'ultime instant, revisiterait sa vie. Un texte très court, très lent, très contemplatif, où en admirant les feuilles des érables, il se demanderait s'il y avait eu de la ferveur dans sa vie. Et puis, très vite, il m'est apparu que je n'arrivais pas à quitter les personnages de Rose, que j'avais envie de connaître le destin de ce père absent dans le précédent roman. Et cet homme aux portes de la mort est devenu le père de Rose, Haru Ueno. Ça s'est joué uniquement entre vos personnages et vous, ou ce sont aussi vos lecteurs qui vous ont réclamé la suite de l'histoire, ou plutôt son préquel? Non, pas du tout. C'est toujours entre moi et moi-même, puisque lorsque j'écris, je suis seule au monde. Je suis dans ma chambre de solitude, et c'est une des choses que j'aime tellement dans l'écriture. Je ne pense au lecteur qu'après.
Vous n'êtes pas tout à fait seul, vous l'avez raconté. Il y a aussi vos chats qui vous accompagnent dans ce moment-là. C'est vrai, avec son chômage technique en ce moment. Oui, puisque je n'écris pas et puisque j'accompagne la sortie du livre. Et du coup, ils se languissent de nos matinées de travail. C'est-à-dire une vie pleine pour un chat, quand même. Une vie de rêve. Rien à voir à faire. Si on les interrogeait, vos chats, en ce moment, sur votre état d'esprit de cette rentrée littéraire, qu'est-ce qu'ils nous diraient ? Je pense qu'ils ne sont pas mécontents parce que j'ai à ce livre-ci qui paraît donc, qui a paru en août, un rapport assez étrange, privilégié. Je n'ai jamais ressenti ça avec aucun texte. J'y tiens particulièrement. J'ai des liens avec les personnages qui ne se dissipent pas. J'ai l'impression aussi, enfin mes chats ont l'impression que j'ai conquis une certaine maturité, donc je me sens étrangement sereine. Alors il y a plein d'autres personnages dans ce livre, dont le potier notamment, l'ami, mais il y a aussi Maud, la mère. Est-ce qu'elle aura elle aussi son livre ? C'est une vraie question. Je ne sais pas encore. Je n'arrive pas à le décider. Et lorsque j'en ai parlé à mon éditrice, lorsque j'ai évoqué la possibilité de continuer à suivre ces personnages, et puisque c'est inépuisable à partir du moment où des personnages s'incarnent, ceux qu'ils rencontrent et qui sont là en transparence de leur présence, peuvent tout à fait devenir à leur tour des personnages principaux. Et elle m'a dit que c'était bien de sortir le dimanche. Donc j'ai pris ça comme une suggestion ou la proposition de tourner mon regard ailleurs. Et c'est peut-être bien ce dont j'ai besoin. Avant de reprendre peut-être la route le lundi, va savoir. Peut-être. Mais effectivement, il faut imaginer des à côté aussi dans ce parcours littéraire. Quels sont les ingrédients pour vous, Muriel Barbery, d'un bon roman ? Vous qui êtes à la fois écrivaine, bien sûr, mais aussi lectrice. Mais d'abord lectrice, puisque les écrivains sont en général de grands lecteurs qui sont passés de l'autre côté du miroir. Alors, en tant que lectrice, ce que je cherche lorsque je lis un texte de littérature, c'est cet équilibre miraculeux entre la narration et la forme et la langue, qui est d'ailleurs toujours plus qu'une simple forme. J'ai de plus en plus de mal à lire des textes où seul le récit importe. J'ai besoin J'aime lire des textes avec une langue littéraire, poétique, singulière, où la forme est aussi importante que ce qu'on raconte. Je pose cette question aussi parce qu'il y a dans ce roman un mystère et une malédiction qui planent sur cette histoire, celle de l'année 1985, entre autres l'année des 4 morts. Est-ce que ces deux ingrédients-là sont essentiels ? Le mystère ? Oui, le mystère. De toute façon, j'ai le sentiment de n'écrire que parce qu'il y a mystère et parce que je me pose inlassablement, comme femme, la question du mystère d'être là. Et écrire des romans, pour moi, est un incroyable outil heuristique qui me permet de mettre en ordre la compréhension intuitive que j'ai du fait étrange et pénétrant d'être là. D'ailleurs, votre héros, votre protagoniste le dit, « Je suis l'homme japonais qui aura été le père d'une enfant française. Mon âme profonde est dans cet écart. Il compose mon héritage sombre et étincelant, mon héritage d'ancêtre et de rupture, de solitude et d'intimité, de mélancolie et de joie. » On a l'impression que toute votre écriture, à vous aussi, Muriel Barbery, est dans cet écart que vous aimez écrire, raconter, observer, comme si vous aviez vous aussi toujours vécu entre deux mondes. Rose, le précédent roman, était structuré par un poème de Issa, du grand poète japonais Issa, qui dit « Nous marchons sur le toit de l'enfer en regardant les fleurs ». Et ce haïku probablement synthétise et métabolise toute la perception intuitive que j'ai de l'existence entre fleurs et enfer, entre joie et douleur, mélancolie et plaisir, vie et mort, profondeur et légèreté. Oui, je dois être profondément contradictoire. Comme votre personnage de Rose, pour le coup, comme cette fille que le protagoniste, Haru, cherche à connaître mieux. Parce qu'en fait,
Ils ont dû garder leur distance. La mère a effectivement posé cette interdiction que lui interprète à la fois comme une privation, mais aussi un espace de liberté. Il doit garder ses distances, mais il la voit grandir parce que quelqu'un lui envoie des clichés, parce qu'il reçoit régulièrement des nouvelles de sa fille. Il l'aperçoit, et vous dites qu'il l'aperçoit comme une harmonie de sable et de mousse prisonnière d'un décor inamical. Hein. Elle aussi, elle est dans cette double facette permanente, hein, cette apparence très, très, très dure qui cache peut-être une autre intériorité. Oui, absolument. Et en même temps, alors que Rose est un personnage habité de colère, qui au début du roman qui lui est consacré, exerce cette colère sans nuance et va peu à peu se transformer. Haru, dès le départ, est un personnage qui s'est révélé à moi dans ses contradictions, dans ses oppositions, mais avec une sorte de capacité inouïe à les gérer, à en faire quelque chose de positif. Et c'est ce qui me fascine dans ce personnage de père, dans la manière dont peu à peu il s'est révélé au fil de la plume, cette capacité à être multiple, complexe, contradictoire et en même temps entier. Mais c'est aussi ça, le fil peut-être de votre vie. Accepter, chercher à comprendre ces contradictions et à vivre avec, finalement, à travers aussi l'écriture, non? Oui, et les romans que j'écris m'y aident. J'ai l'impression d'avoir une plus grande, maintenant, latitude à m'autoriser ces contradictions et à les accepter et apprendre à vivre avec. C'est-à-dire que quand on vous regarde, il y a quand même quelque chose du fleuve tranquille. Il ne faut pas se fier aux apparences. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ma tête en ce moment. C'est vrai? Ça boue? Ça boue beaucoup, oui, Ça en bout. général. On va faire baisser la température tout tranquillement. Ah, mais c'est très positif. C'est vrai. Ben voilà, on est dans les contradictions. Avec votre plume, avec ces mots que vous prêtez, là encore, sur le caractère de Maud. Hein. Il sentait battre en elle un cœur japonais que rien alentour ne lui permettait d'entendre. Il la voyait lestée de la souffrance de sa mère et de la force de son propre sang. Elle était maussade, mais dure au malheur, fermée mais singulière, dépossédée de sa vie mais entière. Il se demandait finalement qui de Maud, de lui, l'emporterait à la fin, l'emporterait en elle à la fin. Qu'est-ce que c'est un cœur japonais? Non, mais je ne sais pas. Je n'ai aucune expertise particulière sur le Japon et sur l'âme japonaise. Simplement, j'ai le sentiment d'être avec le Japon dans un rapport amoureux, comme si j'aimais un homme étranger ou une femme étrangère, et que cet amour me permettait d'en voir, d'en distinguer des aspects qui peut-être sont invisibles à ceux qui savent, mais qui, pour moi, qui désirent, légitime le fait d'en parler et le désir d'en parler. Donc je ne saurais, ce serait vraiment très outrecuidant de prétendre comprendre le mystère japonais. D'ailleurs, plus j'y vais, plus les amitiés que j'ai avec des amis japonais se renforcent, plus le mystère grandit, s'épaissit, plus la brume est belle et épaisse, et plus j'ai envie d'écrire sur le pouvoir de transformation que ce mystère a sur moi, l'impact qu'il a, les rêves qu'il permet, la manière dont il met en marche des zones intérieures, dont il chatouille des zones intérieures qui sont inaccessibles autrement que par ce détour. Finalement, le Japon est à l'image de ce protagoniste, Haru, dans le livre, de ce marchand d'art, avec toute sa complexité et ses contradictions. C'est quand même extrêmement déroutant. Comment fait-on? À quoi s'accroche-t-on quand on va au Japon, quand, comme vous, on y retourne, pour ne pas se perdre dans ce mystère, pour ne pas être totalement dérouté par lui? Mais justement, on accepte de s'y perdre. C'est ça qui est le pivot de mon expérience japonaise, c'est ce sentiment d'errance heureuse au pays de l'étrangeté. Et pourtant, cette étrangeté qui ne se dissipe pas, qui même se renforce avec le temps, me parle et me permet de comprendre quelque chose de ma propre vie. C'est très étonnant. Et je ne cherche pas d'ailleurs à avoir une expertise ou à être particulièrement érudite sur le Japon. J'aime que le mystère reste fort.
Qu'est-ce que vous avez rapporté du Japon, vous y avez vécu combien de temps? 2 ans, je crois, Presque 2 ans, ouais. oui. Qu'est-ce que vous avez rapporté du Japon et qu'est-ce que vous étiez parti chercher là-bas à l'origine? Alors, comme les 3/4 des Occidentaux, je suis partie chercher là-bas De l'exotisme. l'émerveillement esthétique tout de même, parce que lorsque je n'y étais encore jamais allée, ce qui me fascinait du Japon, c'était les images de ces jardins, de ces temples, de cette beauté impénétrable, singulière et en même temps immédiatement accessible au plaisir de l'œil, de l'esprit. Ce que j'y ai trouvé, c'est à peu près la même chose, le mystère en plus. Et ce que j'en rapporte, je crois, c'est... ce que ça a modifié en moi, c'est le regard et aussi l'écriture, je pense. Le Japon m'accompagne quotidiennement dans la manière dont je regarde les formes autour de moi, formes naturelles ou formes artistiques, et aussi la manière dont je conçois l'écriture, le style, la langue. Parce que même si mon outil est la langue française, et s'il ne me viendrait absolument pas à l'esprit d'écrire à la façon japonaise. Mais vous n'êtes pas, vous, une fille des villes, hein, je crois, Pas du tout, non. Et vous avez grandi entourée de ces plaines que vous avez racontées, ces plaines verdoyantes. Il y a chez vous, peut-être depuis toujours, cette même quête de forme que votre protagoniste peut avoir. Oui, et qui a trouvé au Japon une incarnation merveilleuse, parce que mes premières extases esthétiques, ce sont des extases naturelles. C'est la découverte, enfant, de la magnificence de la nature tourangelle, là où j'ai grandi, de l'émerveillement devant les formes naturelles. Et au Japon, cette conjonction de la nature et de l'art, cette conception de la nature, de l'art comme une fidélité aux formes naturelles, qui donne pourtant la beauté artificielle la plus aboutie, a trouvé en moi un écho puissant. La langue, vous l'évoquiez à l'instant, vous semblez dire que cette langue des étoiles, cette langue qui dit la pluie, qui dit la neige, qui dit la nuit, qui dit peut-être le jour et tout ce qui va avec, elle a été inventée par des femmes. Oui, c'est ce que m'ont dit des amies japonaises qui faisaient remonter à l'époque de Heian la véritable invention du japonais moderne. Et je le crois volontiers. Oui, ça fait sens pour vous? Oui, il y a quelque chose de très beau d'ailleurs dans l'idée que la voix des femmes, dans les deux sens du terme, comme on parle de la voix du thé ou comme on parle de la voix propre, vient des femmes. À la toute fin du roman, il est dit que toute bonne histoire, on parlait des ingrédients essentiels, le mystère notamment, toute bonne histoire croise et retrouve 3 axes majeurs, la naissance, l'amour et la mort, peut-être le commencement, la fin et le récit originel. Muriel Barbery est notre invitée à l'occasion de la sortie de son nouveau roman, en lice d'ailleurs dans la première sélection du prix Goncourt, 1 heure de ferveur, c'est chez Actes Sud. You want me dead, now I am dead, sir. I am upset, I want you dead, cause I am upset. Now you are dead, though, we are upset, sir. We want to live, but life is dead, sir. Now you are dead, though, we are upset, sir. We want to live, but life is dead, sir. France Culture, bienvenue au club. I was saying that I wanted you not to be alive. So I killed you and then you said, I want to kill you despite I'm dead. Don't worry, you will get yours. Then I died and because of that it incapacitated me to live. Then I died and because of that it
You are obsessive. You want me dead. Now I am dead, so I am upset. Twice more. Saying that I don't want you to be alive, even after I kill you. Les Normands de Cannibal avec ce titre Life is Dead, extrait de leur 3e album. Et le groupe sera en concert le 22 septembre à Évreux et le 21 octobre, quasiment un mois plus tard, à Saint-Avé. Avec nous la romancière Muriel Barbery, autrice de Une heure de ferveur, son nouveau roman chez Actes Sud. On parlait de lecture, on parlait aussi peut-être de littérature japonaise et de sa particularité. Quel livre du Japon trouve-t-on dans votre bibliothèque à vous, Muriel Barbery? Beaucoup de poésie, essentiellement de la poésie, mais aussi de grands auteurs comme Soseki ou Yoshimura. Mais de la littérature japonaise, je connais surtout la poésie qui me fascine depuis longtemps parce qu'elle est l'exact antipode de la littérature française. Sa brièveté qui porte le maximum de complexité me fascine depuis toujours. Que vous n'avez pas totalement épousé dans les formes, pour le coup. Parfois, vos phrases à vous s'étirent aussi comme un miaulement. C'est peut-être la faute des chats qui sont aux genoux quand vous écrivez. Mais je suis vraiment française de ce point de vue-là. Et ce qui a fait ma vocation d'écrivaine, c'est la langue française et l'amour que j'ai pour elle. Mais en même temps, mon style a considérablement évolué au fur et à mesure des années. Et alors que j'avais une conception très proustienne du style, j'aimais une certaine forme de lyrisme et de langueur, voire longueur dans la phrase. Je découvre maintenant que ma plus grande jubilation est de raffiner le matériau de la langue de façon à ce qu'il soit le plus épuré possible. Et d'une certaine manière, c'est cette sobriété qui me donne le sentiment que j'arrive à forer un peu plus en profondeur dans les champs que j'explore. De toute façon, la langue est comme celui ou celle qui tient la plume. Elle grandit, elle mûrit aussi. Cette écriture-là, en ce sens, ne s'arrête pas. Et ce serait triste que ce soit définitif. Vous avez cité à l'instant Proust. Juste une question à vous poser à ce sujet, parce qu'il sera avec sa recherche au menu de notre book club du vendredi, demain, avec le camarade Charles Dantzig. Est-ce que pour vous, la recherche est aujourd'hui encore le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre ? Alors, j'ai une histoire très particulière avec Proust, parce que ma mère était une grande proustienne. Et lorsque j'étais enfant, elle me racontait toute la recherche, mais elle me racontait sous l'angle de l'anecdote, de qui était qui convoitait qui. Et ce n'est qu'à l'adolescence, lisant pour la première fois cette cathédrale stylistique, que j'ai découvert que ce n'était pas un roman de concierge, mais une grande œuvre littéraire. Et j'ai été immédiatement fascinée par l'architecture langagière, enfin par le style proustien, et je le demeure. Oui, parce que peut-être à force d'en entendre parler, vous auriez pu aussi renoncer à le lire en ayant le sentiment de tout savoir. Vous auriez pu essayer et puis ne pas réussir. Oui. Alors pour tout vous dire, la manière que j'ai eu de lire la recherche, et pas en entier, parce qu'il y a encore des pans entiers qui m'ont échappé, c'est de le prendre, de ne pas la prendre dans l'ordre. J'en ai beaucoup lu, mais de façon tout à fait chaotique et erratique. Parfois en commençant par la fin. Voilà, et on attend de savoir de votre côté, de l'autre côté du poste, comment vous avez, si vous vous êtes déjà saisi de ce livre, si vous n'avez peut-être d'ailleurs jamais osé, et si vous l'avez lu en partie ou en intégralité, quelle est votre relation à la recherche du temps perdu, donc de Marcel Proust. On en reparle demain avec notre invité Charles Dantzig. Une dernière question à vous, Muriel Barbery, sur la littérature dont vous parlez avec ferveur, la littérature qui reste pour vous un art de résistance, toujours vaincu
toujours glorieuse, la littérature? Oui, je le crois en tout cas. C'est de cette façon que j'ai grandi dans le monde, en lisant dès à l'adolescence les chefs-d'œuvre de la littérature, où j'ai trouvé infiniment plus de lumière, mais c'est une conformation particulière de mon esprit, que dans les études de philosophie que j'ai faites ensuite. Les grands textes de littérature, par le récit qu'ils portent et par la forme qu'ils y impriment, ont été et sont mon introduction au monde. C'est intéressant, ça. Les grands auteurs, les grands textes ne sont pas forcément philosophes. Alors, j'ai une grande passion pour les romans russes et eux sont capables de tout faire en même temps, littérature, philosophie, récit, langue. Mais ma préférence va au récit de fiction pour expliquer le monde et non au concept. Merci mille fois à vous, Muriel Barbery. Une heure de ferveur, ce nouveau roman est à lire chez Actes Sud. Merci d'être venu nous en parler. Merci Bienvenue beaucoup. au club. À nos côtés, Sébastien Thème, mon complice, camarade pour le Book Club aujourd'hui encore, avec au menu. Bonjour Olivia, oui, aujourd'hui Bonjour. on se fait peur avec le thriller haletant de Lucie Rico GPS et l'essai de Laurent de Sutter, Éloge du danger. Et une question qui vous est posée, quel est le livre qui vous a fait le plus peur? Réponse via notre hashtag Book Club Culture. Vous avez eu le temps d'y réfléchir, du coup, vous avez un début de réponse, même si vous n'êtes pas fan de la littérature. Je n'ai aucune réponse. Je n'ai pas du tout eu le temps d'y réfléchir. C'est peut-être ça qui fait peur. Non, mais Stephen Hawking, oui, bien sûr. Oui. Moi, je trouve que c'est déjà étonnant de se dire qu'un livre, on en reparlera, peut faire frissonner, peut faire peur et donner envie d'être refermé avant d'être réouvert en cachette. Merci beaucoup, à tout de suite. Sébastien, rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec nos invités.